Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 12 avril 2024. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Le ministère des Mines est actuellement en train d'élaborer le décret d'application du code minier. Pour ce faire, une consultation de tous les acteurs concernés organisée par l'ATA a eu lieu aujourd'hui au MBC IVAT. Les détails avec Rosristel Rakout-Malal et Yves Janel. Le code minier, promulgué et publié dans le journal officiel le 2 octobre dernier, contribuera à la hausse de la croissance économique du pays. Cependant, avant de publier son décret d'application, il est nécessaire de consulter ceux qui œuvrent dans l'exploitation des ressources minières, notamment des membres de la société civile, des représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que des citoyens engagés. Les échanges ont été axés sur les grandes mines, l'exploitation artisanale, la filière or, les questions environnementales, les finances et exportations, notamment concernant le fonds minier d'investissement social et communautaire, le mode de perception et le taux de répartition des droits et taxes sur les produits miniers, mais également les substances minières stratégiques, les poursuites des infractions et les inspections minières. Madagascar fait partie des 57 pays qui respectent la norme ITIE, laquelle comporte 4 thématiques clés, entre autres la transition énergétique, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et la mobilisation des recettes. Elles sont toutes observées dans les dispositions de la gestion des ressources naturelles. Après la consultation tenue aujourd'hui au MBC IVAT, le ministère des Mines procédera à l'élaboration du décret d'application qui sera présenté en Conseil des ministres pour approbation. Et le secteur du transport en général sera mis en avant durant 4 jours depuis hier. Le secteur du transport routier, du transport aérien, du transport maritime et ferroviaire, mais aussi de la manutention et de la logistique sont exposés aux zones Forello Expo Tanzbato. Pour le secteur du transport en particulier, le ministre des Transports et de la Météorologie a affirmé que des efforts ont été fournis pour diminuer le nombre des accidents de la circulation et garantir une sécurité routière aux usagers. Les détails avec Zahran Janso. 22 personnes meurent chaque jour des suites d'un accident de la circulation à Madagascar, selon les statistiques de la Banque mondiale, soit environ 7600 personnes par an. Les accidents de la circulation est à l'origine de plus hauts taux de mortalité dans le pays, selon les explications. L'État, à travers le ministère des Transports, s'est alors penché plus particulièrement sur la question afin de réduire, voire d'éradiquer ces accidents et garantir une sécurité routière fiable à la population. Selon toujours les explications du ministre, une politique de sécurité routière a été mise en place. La mobilité des biens et des services et des marchandises constitue le troisième pilier. Le quatrième, je me tourne vers les gens qui sont censés faire arriver des avions ou des trains ou des voitures, c'est la prévisibilité et ponctualité. Mais ça, c'est pas à moi, la ponctualité. Et enfin, le cinquième, c'est la sécurité. On ne peut rien faire sans la sécurité. Et c'est un des axes sur lesquels on travaille, surtout en termes de transport routier, la sécurité routière. Afin de promouvoir ce secteur du transport à Madagascar, le ministère des Transports et de la Météorologie organise le Salon du transport, de la manutention et de la logistique. Cette 3e édition rassemble tous les organismes affiliés au ministère, tels que le SMMC dans le secteur de la manutention à Tuamasin et le SPAT, la société portuaire autonome de Tuamasin, qui exposent leurs activités. Comptant des participants nationaux et de l'étranger provenant de 4 pays, ce salon international vise à promouvoir l'économie et à favoriser une nouvelle coopération entre les acteurs locaux et internationaux. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramondzavelo, a souligné son engagement à faire du transport un levier de développement. Il a mis en avant les efforts de son ministère pour que les infrastructures de transport répondent aux besoins des usagers, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens. C'est savoir que ce qu'on a aujourd'hui, dans 10 ans, 60% de tout cela sera déjà désuet, sera déjà obsolète. Et il faut toujours se renouveler. Ce n'est pas les plus forts, les plus intelligents qui passeront à travers toutes ces choses-là, comme disait Darwin. C'est les personnes et les entités qui peuvent s'adapter. Et c'est cette capacité d'adaptation et de résilience que j'appelle à tout un chacun pendant les 4 jours où nous allons vivre ces lieux d'innovation,
où il y aura des interventions, des expertises qui seront partagées et de démontrer les défis et les opportunités qui peuvent se présenter pour trouver les solutions concrètes pour améliorer la performance et la compétitivité de notre économie, tant au niveau national, régional et également au niveau international. Il est à noter qu'en marge des expositions, des conférences sont prévues lors de ce salon international. Et dans l'actualité sociale de ce soir, la commune urbaine d'Antananarivo veut solutionner les problèmes des marchands ambulants dans la ville d'Antananarivo. Pour ce faire, la commune urbaine d'Antananarivo précédera la mise en place des mesures spéciales à partir de lundi et cela débutera au niveau des marchés autour d'Analanquel et du marché Pochard selon les informations reçues de la CUA. Par ailleurs, le marché hebdomadaire d'Analanquel sera rétabli très prochainement. Reportage de Secharandianas et Anzara Zonarville. Il y aura une relocalisation des commerçants ambulants pour réorganiser la capitale Antananarivo, selon les informations reçues de la commune urbaine d'Antananarivo aujourd'hui. Cette nouvelle organisation s'inscrit dans le cadre de la restauration d'Antananarivo en tant que capitale de Madagascar. Dans cette optique, il doit y avoir une coordination particulière qui sera mise en place à partir de la semaine prochaine au niveau des marchés. Tous les commerçants doivent entre autres intégrer le secteur formel et rejoindre les marchés qui existent. Par ailleurs, le marché hebdomadaire d'Analanquel sera rétabli très prochainement. Une attention particulière sera également portée à la propreté et à l'ordre au niveau de tous les marchés de la capitale. Les vendeurs devront nettoyer leurs lieux de commerce et les environs. La foule est toujours au rendez-vous dans le marché d'Anousbé et ses environs, ce qui engendre des saletés et des ordures partout. Le marché d'Anousbé figure parmi les 6 lieux publics choisis par les responsables du 4e arrondissement pour une mobilisation en vue d'un nettoyage initié par la commune urbaine d'Antananarivo aujourd'hui. Le personnel de la commune au niveau du 4e arrondissement s'est alors donné la main pour ce grand nettoyage avec diverses associations de cette circonscription. Reportage signé Felnara Kotorsoul et Anzara Razanarville. Hommes et femmes se sont mobilisés de bon matin en cette deuxième vague de nettoyage collectif au niveau du 4e arrondissement de la capitale aujourd'hui. Les personnels de la CUA au niveau de cette circonscription se sont donné la main pour nettoyer le marché d'Anousbé et ses environs avec la participation de diverses associations mais aussi du Fukuntan. Des stratégies ont été mises en place en amont afin de maintenir la propreté au niveau des Fukuntan selon les explications. Après les diverses sensibilisations tenues par la commune avec les task force, les responsables de la commune passent à présent à l'application des sanctions à l'encontre de ceux qui jettent les ordures un peu partout. Des mesures seront prises pour ceux qui sont pris en flagrant-délit selon les explications. L'assainissement des lieux publics sera effectué toutes les semaines dans le 4e arrondissement selon toujours les explications. Restant toujours au niveau de la capitale, Antananarivo, où la mobilisation massive pour l'assainissement, justement, dans toute la capitale se poursuit. Toutes les catégories de personnes y ont participé dans de nombreux quartiers aujourd'hui. Le détail avec Fanjessena Mireille et Yves Janel. La commune urbaine d'Antananarivo a pour objectif principal de maintenir la propreté dans toute la capitale depuis la prise de pouvoir du président de la délégation spéciale. À cet effet, chaque arrondissement, du 1er au 6e, se mobilisent pour nettoyer leur zone à travers des travaux communautaires. Pour aujourd'hui, le personnel de la commune urbaine s'est mobilisé pour débuter le travaux d'assainissement dans le 2e arrondissement à Ndoualou. La mobilisation pour l'assainissement a débuté à 6 heures du matin. Des citoyens se sont joints à eux. De tels assainissements massifs se tiendront régulièrement selon les explications. Dans la foulée, la commune urbaine d'Antananarivo exhorte les citoyens à maintenir et respecter la propreté. De nombreux événements marqueront la semaine des infirmiers, ce qui sera célébré du 6 au 12 mai prochain. À cette occasion, une caravane partira d'Antananarivo et passera par de nombreux endroits de la région à Tsnanan, selon les informations dans ce reportage de Oubrassa Manan et Anzara Razanarville. La semaine des infirmiers pour cette année sera célébrée du 6 au 12 mai. De nombreuses activités et des soins de santé liés au travail des infirmiers seront réalisés à travers une caravane qui partira d'Antananarivo puis passera à Vatumanji, Brickaville, Touamasn et Full-Pointe. Par ailleurs, l'Ordre des infirmiers a confirmé que tous les infirmiers devraient être stricts face aux imposteurs, les infirmiers qui assurent en grande partie le fonctionnement du secteur de la santé, car ils sont répartis dans tout Madagascar.
Certains d'entre eux prennent même en charge la gestion de CSB, notamment dans des endroits très reculés. Le président de l'Ordre des infirmiers appelle également ceux qui viennent de terminer leurs études dans ce domaine à intégrer dans l'Ordre des infirmiers pour obtenir une attestation confirmant leur aptitude à exercer leur travail pour se distinguer des imposteurs. Restons toujours dans cette page sociale. 53 autistes suivent des cours au sein de l'école primaire publique de Muramang-Gamboun. Cette EPP est la seule école publique qui accueille les enfants autistes à Muramang, selon les informations. Afin d'aider les enseignants et les parents dans l'éducation de ces enfants autistes, l'association des femmes issues de l'entreprise publique Fenalamang a offert des jouets à ces enfants dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'autisme le 2 avril dernier. L'accompagnement de ces enfants autistes est important dans leur éducation, selon les explications. L'association des femmes au sein de cette société aide régulièrement ces enfants autistes. Parlons sport à présent. La 8e édition du Trail d'Ibit s'est déroulée le week-end dernier dans la commune rurale de Lantinen Ibit, district d'Antirabé 2. Le nombre de participants a augmenté cette année car cela a atteint les 1900. L'événement est destiné à venir en aide aux enfants vulnérables et malnutris de cette localité. Reportage de Jameson Rajanarman, notre correspondant à Antirabé. La 8e édition du Trail d'Ibit s'est déroulée cette année dans la commune rurale d'Alatsnen Ibit, district d'Antirabé 2. Cet événement a été créé afin de venir en aide aux enfants vulnérables et touchés par la malnutrition dans la commune à travers les divers partenariats de l'événement. La course a été divisée en 3 catégories, 2 km, 12 km et 30 km, avec la participation de nombreuses catégories de personnes et de diverses tranches d'âge. Au niveau du résultat dans la catégorie hommes, Indianiri Narivsu a parcouru les 30 km en 2 heures et 22 minutes, 57 secondes et 42 centièmes, tandis que Korni Ludivine a couru la distance en 3 heures et 27 minutes, en secondes et 45 centièmes. Rakutonirina Jean-Claude a été le premier sur la distance de 12 km qu'il a parcouru en 50 minutes, 32 secondes, tandis que Faminsu Sandrina a pris la tête chez les femmes avec le temps d'1 heure et 7 minutes, 12 secondes et 5 centièmes. Le trail a attiré 1900 participants. Cette course Trail d'Ibit est la 8e édition. Dans les actualités internationales de ce soir, au Togo, les autorités ont interdit les manifestations que voulaient organiser les partis d'opposition et un groupe de la société civile pour contester l'adoption d'une nouvelle constitution. Les opposants du président Gyan Singé y voient une façon pour lui de se maintenir au pouvoir. Correspondance de France 24. L'opposition semble bien déterminée à manifester ce vendredi et ce samedi, malgré le fait que les autorités ont interdit toute manifestation. Une dizaine de partis d'opposition étaient réunis ce matin et en conférence de presse pour le confirmer. Et pour interdire ces marches, eh bien, le camp présidentiel affirme que l'opposition projette notamment de s'attaquer aux forces de sécurité et à des domiciles de députés. Faux. Selon l'opposition, qui estime que le pouvoir cherche plutôt à l'accuser d'actes commandités par le régime lui-même, toujours selon cette même opposition. Alors je vous rappelle que c'est un projet de nouvelle constitution qui est à l'origine de cette nouvelle crise que traverse le pays. Le 25 mars dernier, le Parlement, qui est en majorité acquis au camp présidentiel, a voté une loi qui prévoit que désormais le président de la République ne serait plus élu au suffrage universel direct, et cela à 1 mois des élections législatives. L'autre conséquence, c'est qu'il y aurait donc un changement de régime pour passer donc à une nouvelle République. Et l'opposition et une partie de la société civile demandent le retrait du texte parce qu'elles estiment notamment qu'il faut passer par un référendum. Les opposants disent aussi que le projet a été voté en catimini sans que les Togolais soient informés sur son contenu. De leur côté, les défenseurs du changement de la Constitution expliquent qu'il faut notamment en finir avec des présidentielles qui coûtent cher à l'économie en raison des violences électorales. Et pour apaiser l'opposition, eh bien, le chef de l'État a demandé une deuxième lecture au Parlement. Et il y a eu aussi en début de semaine une tournée d'information des députés sur cette nouvelle Constitution.
Un accord gagnant-gagnant, juste et équilibré. Le Premier ministre français Gabriel Attal a défendu jeudi à Ottawa, aux côtés de son homologue canadien Justin Trudeau, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. 10 États européens doivent encore ratifier cet accord commercial. Or, le Sénat français a voté le 21 mars dernier sur fond de crise agricole. France 24. Les deux premiers ministres ne tarissent pas d'éloges sur ce fameux CETA. Non, effectivement, et c'était sans doute pour beaucoup de commentateurs, en tout cas ici, la raison première de la visite du Premier ministre français Gabriel Attal au Canada, rassurer les Canadiens sur l'avenir de cet AECG, Accord économique commercial global, connu sous son acronyme CETA anglophone. Les chiffres ne mentent pas, a dit Gabriel Attal, en rappelant que les échanges commerciaux entre le Canada et la France ont augmenté de plus de 30% sur les 6 dernières années, 6 années où cet accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne a été partiellement mis en œuvre déjà. J'ai confiance en l'avenir, a réitéré le Premier ministre français en compagnie de Justin Trudeau, et ce, même si effectivement, vous l'avez rappelé, les sénateurs français l'ont rejeté il y a quelques semaines, ce à quoi le Premier ministre canadien Justin Trudeau a répondu avec humour. Nous sommes de toute façon un État démocratique libre. Si vous ne faites pas ce type d'accord, avec qui le ferez-vous ? Ça, c'est pour le mot d'esprit. À l'agenda aussi, François, il y a le Québec, il y a la promotion du français grâce à la jeunesse. Il y a aussi les questions d'identité qui ont été évoquées. Je vous propose, François, qu'on écoute le Premier ministre québécois, François Legault, qui a reçu Gabriel Attal. On se retrouve dans quelques secondes. Je suis très fier de recevoir le Premier ministre de la France dans notre capitale nationale. Évidemment, on a des racines qui viennent de la France, donc on a une histoire qu'on partage et on a beaucoup de sujets à discuter, entre autres l'avenir de notre langue, le français. François Legault à Gabriel Attal et François Riouet, on a entendu parler de capitale nationale, de langue française. C'est le moment de rappeler peut-être que les questions d'identité au Québec restent très prégnantes aujourd'hui encore, hein, François. Effectivement, on peut parler d'un véritable nationalisme identitaire, hein, et ce ne sont pas mes mots, mais bien ceux des professeurs de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, par exemple, avec lesquels j'ai échangé autour de cette réunion. Les députés québécois qui ont reçu et se sont levés pour applaudir le discours du Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale du Québec lorsqu'il a parlé de laïcité, en disant qu'effectivement la laïcité, je cite, est la condition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, a dit Gabriel Attal, applaudi donc par les parlementaires québécois, ce à quoi il a ajouté effectivement que le Québec étant une minorité francophone dans cet océan anglophone qu'est l'Amérique du Nord, eh bien, aura toujours le soutien de la France. Il a repris à son compte les mots de l'ancien Premier ministre français, Alain Peyrefitte d'ailleurs, pas d'indifférence, mais pas d'ingérence, a dit en substance Gabriel Attal pour signifier les liens qui lient effectivement la France historiquement au Québec. Une autre information aussi qui va peut-être venir renforcer ces relations de la francophonie, de la France vis-à-vis du monde et de la francophonie, eh bien ça pourrait être la présence du président français Emmanuel Macron lors d'une prochaine réunion conjointe Canada-France en Acadie sur les terres anciennement de la Nouvelle-France, hein, où sont arrivés les premiers colons français au Nouveau Monde il y a 400 ans. Une réunion de ce type doit avoir lieu au mois de juillet. Il se pourrait donc que le président français Emmanuel Macron se rende donc au Canada. Il ne s'était pas rendu ici depuis juin 2018 et le G7. François Riouet à Montréal, merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant de cette visite au Canada. Toujours à l'international, le Parti démocrate centre-gauche de Lee Jae-myung et ses alliés ont remporté mercredi dernier les élections législatives en Corée du Sud. En réaction, le président conservateur Yoon Suk-yeol a promis des réformes tandis que son Premier ministre a présenté son démission. France 24. C'est une victoire que les observateurs politiques décrivent comme écrasante. Le Parti démocrate de centre-gauche remporte largement les élections législatives en Corée du Sud.
Le résultat des élections législatives n'est pas une victoire pour le Parti démocrate, mais une grande victoire pour notre peuple. Notre parti fera de son mieux pour préserver la précieuse signification de chaque vote exprimé. En face, la défaite est donc sévère pour le camp présidentiel et le parti conservateur de Yoon Suk-yeol, à qui il reste 3 années de mandat. Avec un peu plus d'une centaine de sièges remportés avec ses alliés, le PPP a payé l'impopularité de son leader, accusé d'être déconnecté des problèmes sud-coréens. Le chef du parti au pouvoir a reconnu la défaite ce jeudi et présenté sa démission. Je m'excuse auprès du peuple coréen. J'accepte avec dignité la volonté du peuple. J'assume l'entière responsabilité des résultats des élections. Autre conséquence de cette déroute électorale, le Premier ministre Han Dok-soo et plusieurs ténors de la majorité ont présenté leur démission au président, qui lui a promis une série de réformes, notamment pour stabiliser l'économie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Bon week-end à tous. Au revoir.